Bienvenue dans le 6e épisode du podcast Oratalk. Aujourd'hui, on parle avec Marie-Philippe et Isabelle pour souligner le mois d'Octobre Rose. Octobre qui est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Donc, on espère vraiment que vous allez aimer le podcast et bonne écoute! OK, allô les filles, bienvenue au podcast Oratalk. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Fait que aujourd'hui, dans le fond, on va parler de Octobre Rose, qui est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Puis vous avez été les deux, vous avez reçu les deux un diagnostic du cancer du sein à un jeune âge quand même. Fait que je vais vous laisser vous présenter, nous parler de comment était votre vie à ce moment-là, puis comment ça s'est passé en fait. Parfait. Tu es Lisa? OK. Mon nom est Isabelle. Donc, j'ai reçu mon diagnostic de cancer, j'avais 37 ans. Comment j'étais? En fait, j'étais pas mal au summum de ma forme. Je venais de suivre un 21 Day Fix, puis c'était comme... je montais des montagnes à toutes les fins de semaine, puis tu sais, comme... j'étais loin de me douter de ça. Puis, une journée que je faisais du ménage ou je me rappelle plus trop, j'ai comme senti de quoi dans mon sein. Fait en palpant, en fait, c'est une petite bosse, là, gros comme un pois, même plus petit que ça. Puis, on dirait que dès que je l'ai senti, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui va pas. Comme si j'avais... Je sais pas. Fait que, un feeling. Ouais, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, j'ai tout de suite dit à mon chum, j'ai dit, OK, je sens quelque chose, fait que là, viens toucher. Fait que j'ai appelé mon médecin. Ça, c'était comme, je pense, un samedi. Le lundi, je voyais un médecin, c'était pas mon médecin, il était pas disponible. OK. Fait que, il était comme, c'est sûrement rien, mais je vais quand même te faire une mammo, juste pour être sûre. Fait que c'était la première fois de ma vie que je faisais une mammo. Ouais. Puis là, OK, mammo, ouais. Écho. OK. Le radiologue, il fait comme, ouais, j'aime pas ça. Fait qu'on va faire une biopsie. Puis là, ben, ça a déboulé par la suite, là. Fait que je te laisse la parole. Ouais, c'est un peu fou quand ça commence à débouler. Moi, c'est Marie-Philippe. J'ai eu mon diagnostic quand j'avais 28 ans, une semaine avant ma fête de 29 ans. Dans le fond, moi aussi, là, j'étais pas mal au top de ma forme. C'était en pleine pandémie. Je m'entraînais tous les jours. J'avais perdu comme presque 30 livres. J'étais en train d'écrire ma thèse de doctorat. J'avais des nouvelles charges de cours à l'université. Fait que tout allait quand même bien, là, professionnellement, physiquement. Puis un lendemain de workout, j'ai senti que ça tirait dans mon chest. Je pensais que c'était à cause de l'entraînement au début parce qu'on avait fait du chest. Mais j'ai touché. Puis c'était comme la première fois de ma vie que je touchais mes seins avec attention, tu sais. Puis j'ai senti qu'il y avait un de mes seins qui était plus dur que l'autre. Parce que moi, j'avais vraiment des petits seins. J'avais du A. Fait que, tu sais... Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Fait que là, j'ai touché mon sein. Puis là, je suis comme, il est dur. Puis l'autre, il est moins dur. Puis moi aussi, là, j'ai eu un vraiment mauvais feeling, comme si je savais qu'il y avait quelque chose de pas correct. Puis j'étais allée voir mon médecin. Elle aimait pas ça. J'ai passé l'écho. Après ça, il m'a envoyé tout de suite en biopsie. Mais j'avais tellement peur des aiguilles à ce moment-là que j'ai comme changé de numéro de téléphone et vécu dans le déni pendant 2 mois. Ouais. Puis là, finalement, je suis allée faire la biopsie, puis c'était un cancer. Puis il me semble, toi, le processus, il était quand même long avant de savoir que c'était un cancer. Depuis le moment numéro 1 que tu as vu la médecin de famille. Ben, c'est sûr que vivre dans le déni pendant 2 mois, ça rallonge le processus. Ouais. Si je peux parler, moi, de l'expérience au niveau du temps, mettons, j'ai trouvé la bosse, c'est en septembre 2019, puis j'ai eu le diagnostic le 4 novembre. 2019. Fait que je pense que c'est dans la moyenne, le 2 mois, même si tu changes pas de numéro de téléphone. Fait que moi, ça a peut-être pris 3 mois parce que j'ai senti la masse en juin.
juillet ou septembre. Ouais, ça a été en Ok. mi-septembre avant que j'ai le diagnostic. Puis là, vous, les filles, vous vous connaissez, vous vous êtes rencontrées à travers tout ce processus-là. Est-ce que vous voulez nous dire comment vous vous êtes rencontrées? Oui. Dans le fond, quand j'ai eu le diagnostic, moi, je capotais un peu là, parce que j'avais cherché pour des groupes de soutien pour me sentir moins toute seule. Puis tout ce que je trouvais sur Facebook ou sur des forums de cancer, c'était des madames de 70 ans, 60 ans qui parlaient de leur arthrite. Puis je me reconnaissais zéro là-dedans. Quand j'allais en salle de chimio, tout le monde avait les cheveux blancs, ceux qui avaient des cheveux. Puis même chose là, à chaque fois que je le disais à quelqu'un, mais t'es donc bien jeune, tu sais, des radiologistes là, quasiment émus de me faire l'examen. Ça me faisait chier. Puis à un moment donné, j'ai vu une autre fille qui a publié qu'elle avait, elle aussi, 29 ans au diagnostic. Puis elle s'appelait Marie-Philippe. Fait que là, j'étais comme, oh my God! Fait que là, j'ai écrit. Puis elle m'a dit, moi puis mon amie Isabelle, on vient de starter un groupe des petites roses. OK, pour vous les... veniez juste de le commencer, là, à ce moment-là? Ben, le groupe a vu le jour en octobre 2020. Ah, wow, Ouais, OK. octobre 2020. OK. Puis moi, j'ai eu mon diagnostic en septembre. Ouais. Fait que c'est tout nouveau. Hein? Ouais. Fait que Isa puis Marie-Philippe, vous avez... Ben, en fait, si je peux faire un petit Ben oui. résumé, là, c'est le groupe s'appelle Les Petites Roses. C'est vraiment dédié aux femmes qui ont eu des diagnostics de cancer du sein de 40 ans et moins. En fait, ben c'est ça. Durant mon parcours, moi, c'est quand j'étais rendue à la radiothérapie que j'ai décidé de mettre ça de l'avant, ce projet-là, parce que moi aussi, là, j'avais aucune ressource. Je me sentais comme un extraterrestre, là, tu sais, que j'allais en onco, puis moi aussi, là, j'étais la jeune, même si je suis plus vieille que toi. J'étais comme la seule jeune qui arrivait là, toute pimpante, puis en tout cas, bref, ça m'a donné l'idée de partir un groupe juste spécialement pour les filles du Québec aussi. Parce qu'en Europe, il y en a, mais c'est pas les mêmes réalités que nous non plus. C'est pas les mêmes traitements. Non, c'est ça. Tout est différent. C'est ça. Fait que, en octobre, la date précise, je pense que c'est le 14. Que c'est ça. J'ai mis le groupe sur pied, puis à ce moment-là, Marie-Philippe, elle m'a approché de dire « Ah, je voulais faire quelque chose du genre aussi. Est-ce que tu veux qu'on allie nos forces? » Donc, on a fait ça ensemble. Wow, c'est cool. Puis là, vous l'avez parti en 2020, puis aujourd'hui... Il y a combien de membres dans le groupe? À l'heure actuelle, j'ai pas regardé aujourd'hui, mais la dernière fois que j'avais regardé, c'est comme 455 membres. Quand même, là. Oui. Juste de femmes au Québec, là. Oui, des femmes en bas de 40 ans. Mais il y en a certaines qui ont un peu plus de 40, là, parce que le temps avance. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Ouais, on voit que c'était vraiment un besoin. Là, parce que, ben oui, c'est sûr. Ouais, c'est aliénant d'être... toute seule dans ta situation. Puis là, quand les gens, ils t'en parlent, ils sont comme « Ah ouais, moi, ma grand-mère, moi, ma grand-tante. » C'est ça. Puis c'est tout le temps des histoires comme de chignots qui ravagent, là, parce que je veux pas, bon, quand t'es moins en bonne forme physique, c'est plus difficile de passer à travers ces traitements-là, physiquement. Mais pour revenir à ta question, la façon qu'on s'est rencontrés, en fait, c'est ça. On faisait des 5 à 7 virtuels, parce que là, c'était... Ah oui, pendant la pandémie. Fait que des 5 à 7 pour celles qui voulaient participer. Puis c'est un peu comme ça qu'on a commencé à se parler, je pense. Oui. Puis un moment donné, je pense que je suis venue à Montréal, puis j'ai dit hey, on se fait un pique-nique. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés c'est cool. en personne. On s'est fait un pique-nique avec plusieurs petites roses. Puis... Ouais. J'étais bien motivée au début, là. Je faisais plein de rassemblements. Ouais. Puis un moment donné, même, tu sais ça, t'étais venue me rejoindre, puis on avait fait un TikTok. Puis, oui, on avait dansé dans le parc Maisonneuve. Ça me dit quelque chose, mais ça, tu me l'avais envoyé. Non, mais c'est cool, ça, parce que dans le fond, avant, vous voyez juste en Zoom, dans le fond. OK. Ouais, c'est cool d'apporter ça dans un endroit physique. Oui. Puis ça a été un coup de cœur amical. Puis là, on parle des points positifs, justement, de Internet, médias sociaux dans un processus comme ça. Puis toi, Marie,
tu as eu une autre opportunité qui est de faire un documentaire. Oui. Puis ça, tu l'as trouvé sur Facebook, me semble? Oui, dans le fond, sur un des groupes où il y avait les dames plus âgées, j'ai vu passer une annonce comme quoi ils cherchaient des gens pour participer à un documentaire sur le cancer du sein. Puis à ce moment-là, je pense qu'ils parlaient de 4-5 personnes différentes. Puis je me suis dit, ben là, il faut absolument qu'il y ait une personne de mon âge dans ce documentaire-là, parce que toutes les choses qui existent, c'est des personnes plus âgées, c'est pas la même réalité. Tu sais, moi, j'étais en couple, mais mon couple allait pas bien, pas d'enfants, tu sais, en plein, au summum de ma carrière, tu sais. C'est pas les mêmes enjeux que quand ça t'arrive, quand t'es retraité, puis ta famille est finie, puis t'es casé. C'est sûr. Fait que là, j'ai écrit à la réalisatrice, on s'est rencontrés, on s'est jasé, puis finalement, ça l'a vraiment cliqué, puis elle m'a suivi du tout début, avant que je commence les traitements, jusqu'à la fin, là, pendant plus qu'1 an. Fait que tout a été documenté, puis ça va voir le jour officiellement en 2023, puis j'espère que ça va être une source de réconfort pour les personnes dans la vingtaine, dans la trentaine, qui ont un diagnostic comme ça. Oui, parce que toi, pourquoi t'as accepté finalement de faire ce documentaire-là? Qu'est-ce qui a le plus cliqué avec toi là, quand la réalisatrice t'en a parlé? Ben, c'était juste de donner un exemple de notre réalité aux prochaines. Tu sais, juste faire ma part pour que les prochaines ne se sentent pas comme des extraterrestres. Oui, parce que vraiment, ce feeling-là de se sentir tout seul dans cette situation-là, pour l'avoir vécu, moi aussi, là, j'étais totalement désemparée. Là. T'as pas de bouée, tu sais, ou de personne que tu peux, genre, juste te voir dans cette personne-là. Là. Ben, on a très hâte que ça sorte. Oui, bien hâte de voir ça. Oui. Puis là, justement, on a parlé des points plus positifs, mais il y a aussi un côté plus négatif à Internet quand tu viens d'apprendre un diagnostic de cancer quelconque, là. Voulez-vous nous en parler, des points un petit peu plus négatifs de ça? Bien, si je peux faire du pouce un peu sur ce que je viens de dire, c'est que moi, je cherchais des gens qui avaient vécu la même affaire que moi, fait que je stalkais, là, j'avais l'air d'une freak, là, mais je regardais dans les groupes, justement, de cancer, tout ça, les filles qui avaient l'air d'avoir mon âge, puis là, je les regardais s'ils avaient l'air corrects, tu sais, je lisais leurs posts, voir, tu sais, comme... Puis, à un moment donné, tu viens que... tu passes beaucoup de temps là-dessus. Puis là, ben, tu cherches, mettons, tu viens d'avoir un nom d'un médicament, avec là, tu fais des recherches là, dans les forums, là, t'as vraiment comme des listings là, d'effets secondaires, puis des photos. Là, c'est un peu comme un hypochondriaque qui va faire une recherche sur un symptôme, là. Tu peux avoir comme tout. Fait que en tout cas, pour moi, c'est très, très anxiogène là, de faire ce type de recherche-là. Là. Oui, absolument. C'est horrifiant, c'est traumatisant là, de faire ces recherches-là parce que ils vont mettre les listes de tous les pires effets secondaires. Puis là, toi, tu t'imagines que tu vas toutes les avoir. Puis là, tu as des attaques de panique. Puis là, tu te mets à pleurer, puis tu capotes, puis là, t'es fâché, puis là, t'es comme... Tu lis les statistiques, puis c'est comme... C'est les femmes à partir de 40 ans qui sont supposées avoir ça. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Puis là, t'es enragé, puis c'est comme un cercle vicieux toxique. Là. Moi, je passais là, genre 8 heures par jour à lire des affaires sur Google puis sur les forums, puis ma santé mentale, ça allait pas bien. Je capotais. Tu sais, le fait qu'on était dans la pandémie aussi, on était vraiment pas mal laissés à nous-mêmes là-dedans. Là. Fait que, c'est aller... moi, c'est surtout le soir là, que je faisais ça, là, comme une championne. Avant de dormir, pour faire des beaux rêves. Tu sais, je vais juste aller checker cette petite affaire-là, puis là, mon nez... Tu dormais pas pantoute. Non, c'est ça. Puis quand on discutait l'autre fois, vous m'aviez dit aussi que c'était surtout des sources plus anciennes qui sont pas nécessairement à jour. Ouais, le gros downgrade de ça, c'est que il faut s'assurer quand on fait ces recherches-là, de regarder la date, en fait, de la source. Ce qu'on savait pas quand on googlait à ce moment-là, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de percées au niveau de la recherche, tout ça. Donc, il y a plein de nouveaux médicaments. Les statistiques sont vraiment plus prometteuses. Mais quand on le sait pas,
Ben, C'est c'est ça. On se fait des scénarios d'horreur, là. Ouais. À titre d'exemple, on appelle ça la variante de cancer qu'on a eue, qui est le HER2 positif. Quand tu lis sur Internet puis tu sais pas c'est quoi, ce que tu vas trouver, c'est que c'est pas bon, là. C'est extra agressif, plus de chances de mourir et blablabla. Mais ce qui est pas expliqué dans ces articles-là, c'est que il n'y a pas si longtemps, là, dans les 5-10 dernières années, il y a un nouveau médicament vraiment révolutionnaire qui a vu le jour pour ce type de cancer-là, puis que maintenant, c'est positif d'avoir ça parce que c'est vraiment très traitable, très contrôlable avec ce nouveau médicament-là. Comme moi, le deuxième médecin que j'avais consulté, il m'a dit « Ah, yes, ça, c'est positif. » Puis moi, après ça, je lisais sur Internet, puis j'étais comme « Mais là, ça dit que c'est le pire, ça dit que c'est grave. » Fait que faut pas lire. Faut se fier à ce que les professionnels nous disent. Beaucoup. Puis moi, ce qu'il m'avait expliqué, c'est ça a donné une arme de plus pour faire le ménage. Exact. Ces médicaments-là. Puis là, je viens de dire, faut pas lire, là. Mais en même temps, pour faire l'avocat du diable, puis pour parler de l'autre côté de la médaille, je pense que c'est important d'être renseigné aussi parce que on n'est pas au courant toujours de toutes les options. Comme maintenant, je sais qu'il existe des options pour garder ses cheveux. Il existe des options comme moi, au début, là, ils voulaient m'enlever le mamelon. Puis moi, je suis allée lire des articles en oncologie, puis je me suis rendu compte que c'était pas un risque significatif de le garder. Puis il a fallu que j'en parle à mon équipe médicale, sinon il allait me l'enlever, tu sais. Fait que c'est comme un entre-deux. Un côté, t'es informé, d'un autre côté, tu peux virer fou. Absolument, comme le médicament que je prends présentement, qui est comme préventif, il n'est pas offert à personne au Québec, à part si on mentionne qu'on veut l'avoir, là, tu sais. Fait que aux États-Unis, par exemple, ils le donnent d'emblée. Fait qu'il faut vraiment se renseigner, puis c'est moi qui ai poussé pour l'avoir. Moi, j'ai demandé à mon oncologue, elle n'a pas voulu. Non, fait que, je pourrais pousser. Puis l'avoir, moi aussi. OK. Ouais, puis tu sais, quand vous parliez des effets secondaires sur Internet, c'est pas tout le monde qui réagit pareil, puis c'est pas tout le monde qui a la même âge, puis qui va réagir pareil au traitement. Fait que tu peux te perdre facilement, j'ai l'impression, quand tu commences à faire plein de recherches, puis tu cliques sur un lien, puis là, tu te rends à un autre forum. Ah oui, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Parce que, exemple, Marie-Philippe et moi, on n'a pas eu beaucoup d'effets secondaires. On a quand même... Ça s'est bien passé, hein, je pense. Moi, j'ai rien senti, à part que j'avais un champ de fraises en face, puis que j'ai perdu tous les poils de mon corps. Ça s'est bien passé. J'ai été capable de continuer ma vie normale, sauf les journées où j'allais à l'hôpital. Ben moi, en revanche, j'ai quand même arrêté de travailler pendant les traitements, mais tu sais, on le sait pas. Il y en a qui, le même médicament que nous, on a pris, eux autres, ils vont être à terre pendant, tu sais. Ouais, c'est ça. Faut pas juger non plus, mais le fait de savoir, on dirait, la liste de tous les effets secondaires avant de passer à travers, ça fait peur. Ça t'en pire. Oui, vraiment, vraiment. C'est sûr. Puis là, un point qu'on voulait absolument aborder pendant le podcast, vu que c'est justement le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, c'est l'auto-examen. Moi, avant d'avoir... Marie-Philippe, c'est ma grande sœur en passant, pour ceux qui sont confus, mais avant d'avoir ma sœur qui avait un diagnostic du cancer du sein, je me suis jamais examinée, là. Je savais même pas qu'à mon âge, il fallait que je fasse ça. Fait que j'aimerais ça vous entendre sur l'importance de faire ça régulièrement, la fréquence, comment ça marche dans le fond, un auto-examen des seins. Je peux commencer. Ben moi non plus, là, je savais pas qu'il fallait que... Ben, je savais pas. On en entend parler vaguement, mais on pense tout le temps que c'est aux autres que ça arrive. Puis aux personnes âgées. Ben, exact, c'est ça. Bref, tu fais pas de mammo, de suivi, c'est pas nécessaire, fait que pourquoi on est à l'abri de ça dans notre tête? Puis, je pense que à part quand j'avais mes examens annuels avec mon médecin, là, il y avait personne qui faisait d'auto-examen. Moi non plus. Ouais, idem, tu sais. Puis, ce qui arrive quand tu fais pas ton auto-examen, comme dans mon cas, c'est que la première fois que j'ai touché, je savais pas si c'était normal ou pas normal ce que je sentais. Fait qu'il faut que tu t'examines de façon régulière pour connaître c'est quoi ton normal, pour
te rendre compte qu'il y a des changements si à un moment donné, il y a quelque chose de bizarre. Parce que moi, j'avais pas de petite bosse ou de quelque chose de très délimité. Là, moi, c'était vraiment mon sein au complet qui était un peu plus dur. Fait que je savais pas si c'était normal ou anormal. J'en avais aucune idée. Ouais. Exactement. Tu sais, ça peut prendre toutes sortes de formes. Comme toi, tu avais le sein plus dur. Moi, j'avais vraiment une masse palpable. Il y en a qui ont des écoulements. Il y en a que ça fait comme une espèce de peau d'orange. Il y en a qui, le sein, il se dresse. Genre, c'est différent pour tout le monde. Exact. Ouais, il y en a que c'est plus au niveau des aisselles aussi, plus que directement dans le sein. Je pense que sur les sites de la Fondation, là, il y a des petites vidéos puis des images qui expliquent exactement comment faire les auto-examens. Puis la fréquence qui est recommandée, je sais que moi, je participe souvent au mouvement Feel It on the First. Fait que le premier du mois, je vais publier une photo pour rappeler aux gens de faire leur auto-examen. Tu payes ton loyer, tu checkes tes seins. C'est ça. Ça devrait être dans la routine. Ça devrait être dans la routine. Ouais. Parce que ça peut arriver à tout le monde, peu importe ton âge. Fait que c'est ça, je veux dire, moi, les stéréotypes d'une personne qui prend... qui a beaucoup de poids, qui prend pas de soin de sa santé, qui fume, tout ça, moi, qui s'entraîne pas. C'est ça. Fait que c'est vraiment pas... les stéréotypes, ils ont pas rapport à ce niveau-là. Là. Puis c'est pas parce qu'il y en a pas dans ta famille que t'es à l'abri non plus. Là. Il y a pas de cancer du sein dans notre famille. Moi non plus. Fait que... C'est comme mon oncologue dirait, j'ai pogné le jackpot, là. On a fait des tests génétiques, puis il n'y a pas de... En tout cas, pas de source connue de moi gènes. non plus. C'est aussi que le plus que tu fais ton auto-examen, si à un moment donné, tu sens quelque chose, puis c'est au début que tu le sens, puis que c'est pas normal, quand on discutait la dernière fois, vous avez dit, si on le trouve à un stade qui est vraiment au début, on peut s'éviter certains traitements. Exactement. Quand c'est découvert à un stade très précoce, c'est rendu qu'ils peuvent juste faire l'opération puis la radiothérapie. Fait que ça fait une méchante différence côté santé mentale parce que il y a 6 mois à 1 an et demi de chimio de moins, puis tu gardes tes cheveux, puis ton apparence, là, tu gardes ta féminité. Fait que ça, moi, honnêtement, ça aurait fait toute la différence pour moi. Parce que la perte des cheveux, ça a été de loin le plus difficile. Moi, on dirait que c'était pas si pire que ça, mais mes cheveux, ils ont jamais repoussé comme avant. Là, ils sont un petit peu plus minces qu'avant. Ils n'ont pas la même texture. Puis on dirait qu'à chaque fois que je les touche, ça me rappelle ça. Il y a un petit deuil à faire à ce niveau-là. C'est ça. Moi, je frisais pas avant. Puis là, ça, c'est mes cheveux raidis. Fait que là, je suis un mouton maintenant. Fait que ça change vraiment des choses. Fou, fait que si les gens ont la chance de s'éviter la chimio, je recommande. Fait qu'ajoutez ça à votre routine. Chaque premier du mois, on s'auto-examine. Puis là, aussi, une autre chose qu'on voulait discuter, c'est ça serait quoi, par exemple, vos conseils pour quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il y a un proche qui a un diagnostic de cancer du sein, qui ne sait pas trop quoi dire ou quoi faire pour l'aider? Oh my God, ça là, c'est vraiment... c'est une bonne idée qu'on parle de ça. Parce qu'on dirait que les gens, ils savent pas comment réagir. Ils sont maladroits. C'est ça, c'est fait maladroitement, c'est pas mal intentionné, mais souvent, on est confronté à des calls de gens qui nous mettent vraiment mal à l'aise. Puis là, tu veux pas non plus leur dire, mais j'ai des exemples, je les ai écrits. Vas-y! Le nombre de fois qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah là, si t'as besoin d'aide, là, fais-moi signe, je vais être là. » Puis après ça, t'as plus de nouvelles d'eux autres de tout le temps de tes traitements. Là. Genre même pas un petit texte, genre « Je pense à toi », quoi que ce soit. Ils disparaissent de la map totalement. C'est beau d'offrir, là, mais honnêtement, la personne qui traverse ça va pas... En tout cas, moi, personnellement, j'ai mon mea culpa à faire, mais je vais pas aller vers les gens pour demander de l'aide. Tu sais, mon conseil, c'est vraiment de prendre les devants, d'inviter la personne, d'aller lui porter de la nourriture, prendre du temps avec elle, lui montrer qu'elle est importante. Je pense que c'est vraiment... Ça vaut de l'or, là. C'est pas obligé d'être des grosses actions. Comme moi, j'avais un de mes amis, un de mes collègues de l'université, à chaque mardi, parce que mes traitements, c'était le mardi, il m'envoyait une photo de son chat le matin, qui était comme « Moi puis mon chat, on pense à toi. »
tu sais. Oh, c'est Ou cute. j'ai des amis qui m'envoyaient des cartes par la poste, c'était la COVID. Anju, tu m'avais fait faire un message par Catherine Levac. Oui! Ouais. Après ça, des petits gestes, là, juste me faire... Quelqu'un m'a apporté des cupcakes, juste un « je pense à toi » ou « Hey, Marie, on va-tu marcher? » Me semble que ça ferait du bien d'aller dehors. Être dehors, moi, ça m'a... Ouais, s'imposer, vraiment. Ouais, parce que sinon, la personne est dans son lit en petite boule, puis elle va pas tant bien. Puis là, le pire, c'est que les gens disent... Parce que là, à un moment donné, je le mentionnais à certaines personnes, tu sais. Ils disaient « Ah, mais Isa, on a peur de te déranger. » Comme, me déranger, je suis chez moi sur mon divan, là. Tu sais, c'est comme... Non, tu me dérangeras pas. Au pire, je vais pas te répondre si je dors, là. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'on veut, à ce moment-là, c'est pas y penser. Exact. Moi, c'est pour ça que je travaillais comme une folle, parce que quand je travaillais, j'y pensais pas. Tu changeais les idées. Exact. Fait que toutes les occasions de faire d'autres choses, puis de pas y penser, c'est bénéfique. Fait que imposez-vous. Vraiment. Ouais. Puis tu sais, moi, je l'ai vécu avec toi, là. J'ai été une proche... au début, pour vrai, je me sentais tellement impuissante parce que peu importe ce que je disais, je savais que ça allait pas t'aider, là. J'avais rien à dire pour t'aider. Mais je pense que c'est très, très important d'être à l'écoute. Puis si la personne veut se vider le cœur, sois là pour l'écouter. Si elle veut pas dormir toute seule, va dormir avec cette nuit-là. Oui, le nombre de nuits qu'elle a dormi avec moi, puis qu'elle m'a serré fort parce que je me réveillais au milieu de la nuit en panique. Puis j'étais comme, je vais mourir. Puis là, t'as été bonne, là. T'as jamais pleuré ou t'as tout le temps été vraiment forte. J'ai essayé fort. Ouais, ben je me disais, il faut que je sois forte pour ma sœur, tu sais, je voulais pas comme me mettre moi tout à pleurer toutes les larmes de mon corps, là, fallait que je sois là pour toi, puis c'est ça qui... Puis sentir que les gens autour de nous sont comme quand même calmes et apaisants, c'est comme si j'absorbais cette énergie-là, puis ça me calmait. Absolument. En contrôle, là, genre. Ouais. Le meilleur exemple que j'ai, c'est mon chum, en fait. Puis lui, c'est quelqu'un de super rationnel, super posé, calme. C'était mon rock, là. Tu sais, moi, des fois, là, ben, tu sais, l'anxiété, là, ça part en vrille, là, quand on se fait des scénarios, tout ça, là. Puis il était comme, ici et maintenant, ça va bien, là. Et puis là, t'es correct présentement, c'est tout ce qui compte. Je suis comme, OK, ça me ramenait. Puis le nombre de fois, justement, tu sais, j'allais me coucher, puis là, tu sais, je pleurais ou quoi que ce soit, puis tu sais, t'es comme, ça va-tu? Ça va, je vais juste... faut que ça sorte. Fait que là, je le collais, puis tu sais, ça me faisait du bien, ça m'apaisait. Fait que ça compte beaucoup pour moi. Ben oui. Puis dans mes conseils là, pour les proches, je dirais de pas traiter la personne différemment, pas la regarder avec des yeux de pitié, agir normalement avec elle, tu sais. Juste parce que la personne, là, son quotidien est chamboulé. C'est ça. Elle veut juste avoir une vie normale. Fait que ne pas agir différemment. Vraiment. Outre le fait de faire peut-être des petites attentions ou comme, je pense à toi, envoyer une photo de chat ou peu importe, là, ce qui fait du bien à la personne, mais pas la traiter différemment. Non, c'est sûr. Ouais. J'avais un autre point. Oui, vas-y. Quand on voit que la personne commence à reprendre du mieux, puis que ça fait un bout qu'elle est traitement, puis tout ça, l'espèce de pression que les gens, avec la petite phrase « Puis, quand est-ce que tu retournes travailler? » T'as aucune idée de ce qu'on passe, tu sais. C'est pas parce que physiquement, on a l'air bien, puis on est en train de se reprendre en main, tout ça. Puis moi, j'ai tout le temps des traitements, je suis restée assez active, tu sais. Je faisais beaucoup de sport, puis dès que j'avais l'occasion, je sortais, puis, tu sais, je bougeais beaucoup. Puis j'ai quand même... Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être en arrêt de travail tout le temps de mes traitements, puis de prendre soin de moi. Tu sais, avec un coach, j'ai fait un gros cheminement personnel, puis tout ça. Puis quand le monde me disait ça, puis quand est-ce que tu retournes travailler, on dirait que ça me triggerait de dire comme, OK, je suis pas normale, genre, faudrait que j'aille travailler. Tu sais, je suis en train de profiter du système, moi, là, tu sais. Fait que je comprends que les gens font pas ça mal intentionnés parce qu'eux autres, pour eux, retourner travailler, c'est le retour à la normale, tu sais. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que nous, la normale, ça sera plus jamais le normal d'avant, là, tu sais. C'est vrai. Puis, pour faire un peu du pouce là-dessus, un autre conseil que je donnerais, c'est de pas potiner au sujet du cancer. Donc, si un proche vous raconte
vous raconte ça, vous confie ça, ben de pas le raconter à tous vos amis comme si c'était un potin de célébrité ou d'occupation double, là, tu sais, c'est parce qu'après, le regard des gens, il peut changer sur toi. Puis moi, je voulais tellement pas que ça affecte ma carrière, je voulais pas que mes étudiants le sachent, je voulais pas être perçue avec pitié ou comme la petite personne malade, je voulais pas que ça m'enlève des contrats, je suis un peu accro au travail. Non, mais je comprends. Mais c'est ça, c'est pas un potin, puis ça devrait être à la personne de l'annoncer quand elle est prête, si elle est prête un jour. Absolument. Moi, je l'avais pas dit au travail, c'est juste comme ma boss qui savait. Je lui avais demandé de garder ça secret. Puis là, les gens ont commencé à potiner que j'avais fait une dépression, que j'étais en burn-out, tout ça. Là, j'étais comme, ouais, mais là, c'est pas ça, tu sais. Ah, elle a eu son évaluation, là, elle est partie en burn-out suite à ça. Non, là, ça affecte mon intégrité au travail, tu sais, la qualité de mon travail. En tout cas, fait que là, j'ai été obligée de le dire à cause de ça. Puis ça m'avait vraiment comme fâchée. Ça a été long avant que je fasse mon coming out, là, de dire aux gens. Là. Puis même j'avais dit à mes parents, là, vous en parlez pas à personne. J'ai dit, si j'ai à en parler, c'est moi qui décide à qui je le dis. Puis c'est sûr que ça s'est dit pareil, mais bon, l'humain étant ce qu'il est. Ouais, alors moi aussi, j'avais fait la même chose dans la famille. Là. J'étais comme, là, vous le dites à personne. Puis on vient d'un petit village, hein, fait que les gens, ils placotent. Fait qu'un jour que ça allait bien, je m'en allais faire une randonnée. Je suis rentrée dans un dépanneur, puis j'ai vu comme une amie de ma grand-mère, là, que j'avais pas vue depuis comme 2 ans. Puis là, je la vois, puis je dis « Hey, comment ça va? » J'étais toute contente, j'avais ma perruque, ma tuque, ça paraissait pas pantoute, là. Puis là, elle me dit « Oh, Marie, mais c'est moi qui devrais te demander comment ça va. » Les yeux pleins d'eau. Oh my God. Honnêtement, ça a scrappé ma journée parce que là, je me disais, c'est qui qui s'est ouvert la trappe, là? Puis c'est quoi tout le monde gossip dans mon dos? Ou, autre exemple, mon ex, quand j'avais 15 ans, il a écrit quasiment un message de condoléances à mon frère. Ouais. Tu sais, je ris, c'est pas drôle, là, mais... Maintenant, je suis capable d'en rire, là, mais sur le coup, je t'ai pété une méchante crise. Là, parce que là, j'étais comme, c'est quoi, les gens, ils parlent de ça comme si c'était un potin, mais c'est plus sensible puis délicat qu'un potin. Exact. Peut-être qu'il y avait un peu de honte au début. Ouais. Je me disais comme, crime, tu sais, moi, je suis en santé, je suis en forme, tu sais, c'était comme une forme de faiblesse que je voyais ça. Puis quand on se rend compte, avec tout ça, on n'a pas le contrôle là-dessus, là. C'est les cellules de notre corps. C'est ça. Fait que il y a une grosse part d'acceptation, là, puis que ça part de nous-mêmes avant d'être capable d'en parler aux gens, là. Tu sais, il faut respecter ça des gens, puis c'est peut-être plus les personnes âgées qui font ça, par exemple, là, tu sais, de potiner. On arrive souvent, tu sais, des soupers de famille, là, les mononcles, les matantes, ils se racontent les bobos de tout le monde qu'on connaît pas. Moi, je pense que ça serait une bonne pratique d'arrêter de faire des choses comme ça. Ouais. J'avais un dernier point. Quand les gens ils te rencontrent, ils disent « Ça fait combien de temps que t'es là-dedans? Là? Oh mon Dieu, que ça passe vite! » Faire dire que mes traitements de chimio, ça passe vite par quelqu'un qui a aucune idée, qui m'a pas vu, qui a pas... Il est pas là-dedans, là. Il sait pas, là. Ça me met hors de moi. Ouais. Tu sais, t'essaies d'être gentil en répondant, mais des fois, je suis comme, ça a peut-être passé vite pour toi, mais toi, t'as aucune idée. 30 traitements de chimio, ça passe pas si vite que ça. Non, c'est ça. Puis moi, j'en ai un autre aussi que, Marie, tu m'as dit souvent que ça te faisait chier, là. C'est quand les gens te disaient c'est juste des cheveux, ça repousse. Oh mon Dieu, le pire. J'étais comme, ben, rase-toi. C'est ça. Exact. C'est ça. Ouais. Puis pour saluer le côté merveilleux de ma petite sœur, elle s'est rasée. Fait que moi, j'avais le droit de le dire. Oui, toi, t'avais le droit de le dire. Mais toutes les personnes qui m'ont dit « c'est juste des cheveux, ça repousse », là, il y en a pas ben là-dedans qui aurait été game de se raser. Ah, attends, j'en ai une. « Oh, mais toi, t'as une tête pour ça, ça te va bien, toi. Moi, je serais pas capable. » Oh my God! Mais bon, moi, je serais pas capable. Hey, tu penses-tu que j'ai fait ce choix-là? Oui, c'est ça. Ouais, non. Les gens, des fois, sont peut-être mieux, justement, de rien dire. C'est ça. Dans le malaise, là, à ce moment-là. Peut-être qu'il y en a, c'est à cause de ça qu'ils avaient peur de dire des choses comme ça qui nous évitent, là, tu sais. Parce qu'il y a certaines personnes, en tout cas dans mon entourage, qui ont comme... Ils font plus partie de ma vie, là. Ouais. Ça fait du ménage. Ouais.
Ça montre aussi c'est qui est vraiment là pour toi, c'est qui tes vrais amis, là. Mm-hmm. Puis, puis toi, Marie, t'as-tu d'autres trucs à ne pas dire ou à ne pas faire pour soutenir un proche, dans le fond? Mon Dieu, je pense que Les cadeaux? Les cadeaux. Oui, les cadeaux. Dans le fond, là, encore une fois, comme j'ai dit tantôt, la personne qui vient d'avoir un diagnostic, tout ce qu'elle veut, c'est vivre une vie normale parce que son quotidien est déjà chamboulé par le cancer. Elle pense déjà au cancer en tout temps. Donc, donner des cadeaux ou des attentions liées au cancer à cette personne, genre un bracelet avec un petit ruban rose, un t-shirt rose, n'importe quoi qui a rapport au cancer, là, un livre de pensée sur le cancer, c'est peut-être pas une bonne idée. Si cette personne-là, elle veut avoir des lectures ou des objets liés au cancer, elle va s'y trouver elle-même, mais ça revient à traiter la personne normalement. C'est ça. Ça reste un beau geste parce qu'on s'entend, ils se disent, en même temps, je donne à la fondation. Ouais. Sauf que garde-les, les objets, donne-nous-les pas. Ouais, non, c'est ça. Nous, on les veut pas. C'est ça. Ça amène aussi... je sais pas si tu te rappelles, on avait déjà parlé de ça, que on dirait que tous les scénaristes, les gens qui faisaient des séries, des émissions, des films, la seule façon qu'ils trouvaient de tuer leur personnage, c'est leur donner le cancer. Puis là, on était frustrés parce qu'à chaque émission qu'on écoutait, il y avait du cancer. Il y en a déjà partout. Là. On n'a pas besoin d'avoir des cadeaux de cancer en plus. Ouais, non, c'est ça. Ouais, puis tu sais, je suis sûre que c'est pas mal intentionné. Là. Les gens, ils pensent qu'ils font la bonne affaire, mais c'est maladroit. Tu sais, des fois, ça passe pas tant, là. Non. Ouais. Mais je me rappelle qu'on écoutait des émissions, puis on dirait qu'on le remarquait plus quand ils parlaient de cancer dans les émissions. Ah, c'est clair. Puis là, ça moi-même, le mot cancer du signe astrologique, là, ça sonnait comme comme s'il disait avec une voix en hurlant, là. Mais des fois, j'étais comme, voyons, c'est juste le signe astrologique. Ouais. Mais t'es plus alerte, fait que t'as pas besoin de l'entendre ou de le voir dans des objets de ton quotidien. Ouais, je comprends. Et puis même après, moi, ça fait, depuis 2019, là, ça fait quand même un bout là, que mon diagnostic... puis là, je suis comme en rémission depuis plus de 2 ans. Puis c'est comme cette semaine, tu sais, la campagne de charité à mon travail qui commence, tout ça. Puis le directeur de la Fondation québécoise du cancer est venu parler, tout ça. Puis tout ce qu'il disait, c'est le mot cancer. Là, c'était en Zoom. Et je me disais, je suis tannée d'entendre ce mot-là. Ça n'a pas de sens, là. Ouais, je comprends. Ouais. Puis j'ajouterais, je viens de penser à quelque chose. Quand vous parlez aux gens de leur expérience, de ne pas dire ton cancer. Ouais. Comment ça va ton cancer? Tellement. Toi, ton cancer, comme, il n'est pas à moi. Je ne l'ai pas demandé. Je ne le voulais pas. C'est pas comme un accessoire que j'ai acheté au magasin. Là. On peut C'est ça. Vraiment, c'est le cancer. Le cancer. C'est ça. Il nous appartient pas. Non, ça vous définit pas non plus. Non, exact. Vraiment. Ouais, ben on arrive déjà vers la fin du podcast. Ça a passé full vite. Vraiment. Puis nous, chez Aura, on a justement fait une campagne qui roule tout le mois d'octobre qui s'appelle Aura Rose. Puis on ramasse des dons. Fait que si ça vous intéresse, pour les gens qui veulent donner généreusement, je vais laisser le lien vers la page de dons en bio du podcast. Mais toi, Isa, justement, on parlait de ça l'autre fois, là, des impacts concrets que les dons peuvent avoir sur les fondations quelconques en général. Oui, ça l'aide à la recherche, mais il y a d'autres aspects aussi là, que ça peut aider. Oui, bien, en fait, j'ai bénéficié justement des ateliers d'art-thérapie. Puis vraiment, c'était avec la Fondation québécoise du cancer, justement, des ateliers en personne, puis ils ont continué même pendant la pandémie, tout ça. Puis moi, ça m'a permis de me développer un gros hobby. Là. Depuis ce temps-là, je loue un atelier, puis je fais des toiles, puis j'adore vraiment ça. Fait que c'est ça qui m'a permis aussi. Puis ça a été un fort, justement, quand j'étais vraiment déprimée, là, je savais que le jeudi matin, j'allais à l'atelier, j'allais créer, j'allais voir d'autres personnes. Je me suis fait des amis là-bas. Puis, fait que ça, il y a la massothérapie aussi, il y a un kinésiologue. L'acupuncture. Ouais, l'acupuncture. Fait que j'ai bénéficié de tout ça. Fait que tous les dons servent justement à aider
Même si c'est un petit don, là, ça va faire une différence. Là. Absolument. Ouais, parce que vous êtes vraiment bien entourée. Là, Marie, je m'en souviens que tu avais plein de professionnels autour de toi qui étaient là pour t'aider, puis à te conseiller aussi. Oui, ça, j'ai été chanceuse parce que c'était avec mon hôpital. Je sais pas s'il y en a qui sont fournis par la fondation, là, mais moi, pour le soutien psychologique, c'était vraiment l'hôpital. Mais c'est sûr que des activités, des services, même, il y a des fondations qui offrent, ils vont payer ton loyer un mois, mettons, si tu as des problèmes financiers. Donc, ça fait vraiment, ça peut vraiment faire une grosse différence. Ben oui. Cool. Ben merci les filles d'être venues au podcast. Merci à toi. On espère qu'on a sensibilisé plus de gens. Puis le résumé de tout ça, c'est de s'auto-examiner. Une fois par mois, oui, on paye notre loyer, on check nos boules. Oui, c'est important. Ben merci, puis on se revoit au prochain podcast. Merci. Bye bye. Bye bye.